Les montagnes rocheuses sont recouvertes d'une forêt de conifères. C'est un vaste refuge pour les caribous, les loups et les bisons. Si la survie est possible dans cette forêt, c'est grâce au maintien d'un équilibre subtil entre croissance et destruction, entre mort et renaissance. Dans le parc national de Jasper, au Canada, un brasier ravage la forêt. Les flammes atteignent 60 mètres de hauteur. Elles se propagent sur plus de 120 hectares. Ces arbres ne survivront pas. Mais tout a été calculé. Cet incendie a été délibérément provoqué. Une forêt est censée se régénérer en permanence. Quand les arbres sont trop hauts, ils empêchent la lumière du soleil d'atteindre le sol. La croissance des plus petites plantes s'en trouve compromise et les herbivores n'ont plus de quoi se nourrir. La nature doit donc trouver un moyen de se débarrasser de ces vieux arbres. Et souvent, c'est par le biais d'un incendie. Depuis un siècle environ, les hommes réussissent très bien à éteindre les incendies. On a donc notre part de responsabilité dans la situation actuelle, à savoir qu'il y a trop de forêts anciennes. Or, ce qu'on veut, c'est une forêt qui ressemble à une mosaïque. Un peuplement de forêts anciennes qui côtoie un peuplement de forêts jeunes, avec toutes les étapes intermédiaires entre les deux. Ça, c'est une forêt saine. Avec le brûlage dirigé, on essaie de faire aussi bien que la nature. En d'autres termes, on redonne aux incendies la place qui leur revient. Le travail de Dave Smith est de déclencher et de contrôler ces incendies. Dans cet exemple précis de brûlage dirigé, on a utilisé un dispositif d'allumage aérien. C'est une machine transportée à bord d'un hélicoptère et qui permet d'injecter une petite quantité de glycol dans des balles comme celle-ci. Ensuite, ces balles sont larguées au sol. Et avec un peu de chance, vous allez voir ce qui se passe. Les balles de glycol s'embrasent et en quelques secondes, la végétation autour prend feu. Dave et son équipe sont là pour surveiller et maîtriser la progression de l'incendie. Là, je n'ai que 4 balles. Mais un hélicoptère en largue 2 à 3 par seconde, en suivant une trajectoire décidée à l'avance pour l'allumage du brasier. Une fois l'incendie principal déclenché, l'équipe se rend sur le terrain tout autour pour le contrôler à l'aide de feux plus ciblés. Voici un lance-flamme à action localisée. C'est l'un des outils qu'on utilise le plus souvent pour les brûlages localisés ou quand on réalise un travail d'assainissement, parce qu'il nous permet de rester juste à côté de l'incendie qu'on vient d'allumer. Son fonctionnement est très simple. Cette bonbonne contient un mélange d'essence et de diesel. Et elle est équipée d'une mèche enrobée qui reste allumée en permanence. Ça nous permet d'embraser tout ce qu'on veut faire brûler, tout en progressant à pied.
Au bout de quelques jours, l'incendie s'éteint progressivement. Il laisse derrière lui une forêt calcinée. Mais presque immédiatement, la végétation renaît de ses cendres. Nous sommes en plein cœur de la zone de Jack Ladder, où on a effectué un brûlage dirigé il y a une semaine. Notre objectif est de brûler, mais pas en profondeur, parce que quand on brûle en profondeur, on détruit le sol, les couches organiques. Et bien sûr, toutes les graines et les rhizomes ou les racines qui permettent à la végétation de repousser. Certaines espèces d'arbres, comme le pin gris, ont besoin des incendies pour se régénérer. Leurs cônes sont remplis de résine qui fond avec la chaleur de l'incendie, libérant les graines. Maintenant que les arbres anciens ont disparu et que le soleil atteint le sol, les nouvelles pousses peuvent s'épanouir. Elles offrent aux animaux suffisamment de végétation pour se nourrir. Mais la régénération n'est pas toujours l'unique objectif. Ici, ça devrait être une prairie. En tout cas, c'en était une autrefois. Une zone où les wapitis, les loups, les coyotes et d'autres animaux de ce type étaient présents en très grand nombre dans le fond de cette vallée. On a donc décidé de brûler ce secteur pour que cet endroit retrouve son état d'origine, pour recréer ces prairies qui existaient il y a longtemps. Les arbres affaiblis par un incendie sont une source d'inquiétude pour un pompier. S'ils tombent, ils peuvent blesser quelqu'un. Mais du point de vue du brûlage dirigé, c'est une très bonne nouvelle. L'incendie fragilise l'arbre à sa base, du coup, au moindre coup de vent, il tombera. Et quand un arbre tombe, c'est un pas de plus vers notre objectif final, recréer ici un jour une prairie. Prenez cet arbre par exemple. Il est beaucoup plus fin bien sûr, mais regardez comme il sera facile pour le vent de le faire tomber. La forêt est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes des Rocheuses. Elle constitue un habitat idéal pour la faune et la flore. Elle abrite une biodiversité incroyablement variée grâce à son climat plus doux et à l'abondance de nourriture qu'elle produit. La forêt est un écosystème dynamique. Elle ne se résume pas aux arbres. Elle comprend aussi les arbustes et arbrisseaux, la végétation basse, les mousses et les herbes qui poussent sur le tapis forestier. Dans la classification des écosystèmes de montagne, on appelle cette zone l'étage montagnard. Mais prises dans leur ensemble au-delà de la zone géographique des Rocheuses, ces forêts sont appelées forêts boréales. La forêt boréale tient son nom de Borée, le dieu grec personnifiant le vent du nord. Elle est principalement constituée d'immenses forêts de conifères, pins, épicéas et mélèzes. La forêt boréale s'étend sur tout le territoire du Canada et couvre 60% de sa superficie. Mais elle ne s'arrête pas aux frontières du pays. Cette bande de végétation forme en effet un anneau autour de la planète, interrompu seulement par l'océan dans l'hémisphère nord à 1000 km au nord du 50e parallèle. Un manteau sans fin de conifères. Les arbres de cette forêt septentrionale sont parfaitement adaptés à la vie dans les Rocheuses. Chacune de leurs branches est entièrement recouverte d'aiguilles qui les protègent du vent et du gel. Ils sont enduits d'une pellicule cireuse qui leur permet de retenir un maximum d'eau. Ces arbres ne perdent pas leurs aiguilles pendant l'hiver. La photosynthèse a donc lieu toute l'année. Ainsi, ils absorbent des nutriments,
et font des réserves d'énergie qui assurent leur survie par moins 40 degrés. Puisque ces arbres offrent un abri tout au long de l'année, ils constituent un habitat permanent pour plus de 150 espèces d'oiseaux et plus de 85 espèces de mammifères. Il y a plus d'arbres ici que n'importe où ailleurs sur la planète. C'est l'un des puits de carbone les plus importants pour notre atmosphère. Il emmagasine le charbon qui va alimenter les nouvelles pousses. Et cette végétation, à son tour, rejette de l'oxygène, celui que nous respirons. Pour être en bonne santé, la forêt doit être équilibrée. Puisqu'elle s'étend vers le nord, elle constitue l'une des rares zones d'Amérique du Nord suffisamment inexploitée et assez vaste pour soutenir un écosystème diversifié sans que l'être humain ait besoin d'intervenir. En d'autres termes, les animaux peuvent y vivre en toute sérénité. C'est le cas des bisons, des élans et des loups. Elle abrite aussi plusieurs espèces qui sont menacées d'extinction ailleurs dans le monde, comme le caribou et l'omble à tête plate. Alors que l'urbanisation et le tourisme se développent au sud, cette vaste étendue de forêt demeure un écosystème pratiquement intact. Mais cela n'empêche pas un certain déséquilibre. La nature a un plan A, un plan B, un plan C et probablement tout un tas d'autres plans en continuant l'alphabet. Les dentroctones du pin ponderosa, par exemple, sont clairement un plan B. Le plan A pour la nature, ce serait un vaste incendie à travers la région qui donnerait naissance à de nouveaux stades de forêt. Mais puisqu'il n'y a plus d'incendie, les dentroctones ont eu la possibilité de s'implanter. Les dendroctones sont naturellement présents dans les forêts du parc national de Jasper. Ces petits insectes ont une mission à accomplir. Un peu comme le feu, leur rôle au sein de l'écosystème est de tuer les arbres anciens pour laisser la place aux jeunes pousses. Tous les hivers, les dendroctones disparaissent et le cycle recommence au printemps. Mais pour que ces scolites soient éliminés, les températures doivent atteindre moins 40 degrés minimum pendant plusieurs jours d'affilée. Ces dernières années, les températures sont rarement descendues aussi bas. Et puisque les hommes éteignent les feux de forêt, il reste un très grand nombre d'arbres pour alimenter les dendroctones affamés. Puisqu'ils sont mieux nourris, ils se reproduisent davantage. La population de dendroctones du pin ponderosa a donc explosé et la forêt en pâtit. Voici un pin qui a été attaqué par des dentroctones l'an dernier. On peut le voir au tube de résine présent sur l'écorce. Si on arrache un morceau d'écorce, je vous parie qu'on trouvera des scolites en dessous. Bingo! C'est un dentroctone du pin ponderosa dans l'un de ses derniers stades de développement, avant qu'il devienne adulte. Il va bientôt atteindre le stade de pupe, puis enfin celui d'adulte. En juillet, ces larves seront devenues des scolites adultes. À ce moment-là, ils quitteront l'arbre tous en même temps pour partir en coloniser un autre. Et ainsi de suite. La forêt meurt donc peu à peu sous les attaques des dentroctones. Les résineux touchés par le dendroctone virent au rouge l'année qui suit leur contamination. Depuis le ciel, il est facile de distinguer les conifères où les scolites se sont installés. 2 ans après avoir été attaqué, l'arbre est complètement mort. Les plus jeunes conifères peuvent résister à l'invasion. Ils repoussent les insectes à l'aide d'une résine toxique. C'est ce processus qui forme les tubes de résine que l'on voit sur l'écorce. Mais aujourd'hui, ce plan B est devenu incontrôlable. On a des forêts anciennes parce qu'on a éteint tous les feux, et on a aussi des hivers plus doux.
Ce sont des conditions idéales pour la prolifération de ces insectes, comme on le constate dans l'ouest du Canada et des États-Unis. Avec des populations qui augmentent par milliards, ces scolites déciment des forêts entières dans des proportions jamais atteintes. Même les arbres les plus jeunes commencent à succomber. Quand des centaines d'insectes mènent une attaque en règle, même les arbres les plus forts ont du mal à résister. « 18 millions d'hectares de forêt ont déjà été détruits dans cette région. Et à présent, ces insectes nuisibles, pas plus gros qu'un grain de riz, traversent les Rocheuses et se dirigent vers l'est pour la première fois. Pour arrêter leur progression, les parcs remettent sur la table le plan A de la nature. Le feu a plusieurs avantages. D'abord, s'il survient avant l'arrivée des dendroctones, il détruit l'habitat où ils sont susceptibles de s'installer. Ensuite, l'incendie va aussi générer l'apparition d'une forêt plus jeune. Dave estime que la bataille a de bonnes chances d'être remportée. En ce moment, la forêt fait face à quelques problèmes. Et c'est dû en grande partie à la façon dont on l'a gérée jusqu'ici, en éteignant systématiquement les incendies par exemple. Mais la situation évolue. Nous sommes dans la région de Sawback, dans le parc national de Banff, au sud de Jasper. C'est ici que l'on a effectué l'un des tout premiers brûlages dirigés, en 1985. D'autres ont suivi en 93, 98 et 2014. Un nouvel écosystème a émergé dans leur sillage. C'est merveilleux de se rendre dans une zone qui vient juste d'être incendiée parce que la biodiversité est exceptionnelle. On constate l'apparition de centaines d'espèces d'animaux, d'insectes et de végétaux que l'on ne trouve pas dans une forêt ancienne. Les wapitis et d'autres herbivores envahissent les décombres calcinés d'un incendie pour se nourrir des jeunes pousses qui transpercent les cendres. Peu de wapitis meurent dans les feux de forêt. Au contraire, ils leur sont plutôt bénéfiques. Ces animaux sont dépendants du feu. Leur population s'accroît dans les années qui suivent un incendie. Au moment de l'incendie, ils s'enfuient. Mais ils restent dans les parages. Des wapitis ont été aperçus en train de se nourrir à seulement 75 mètres des flammes. L'alimentation n'est pas la seule raison pour laquelle les wapitis ont besoin d'une forêt saine. Quand les femelles mettent bas au printemps, elles se cachent pendant plusieurs semaines dans les bois avec leurs petits. Elles se glissent derrière des arbustes, entourés de jeunes arbres à peine plus grands que leurs petits, afin de les garder à l'abri des prédateurs. Les faons n'ont aucune odeur et n'émettent aucun bruit pendant les premières semaines de leur existence. Sans ces jeunes arbres qui repoussent après un incendie, ils n'auraient aucun endroit où se cacher pendant cette période extrêmement dangereuse de leur vie. Plus au nord, cette femelle élan s'offre une petite baignade dans une autre partie saine de la forêt. Comme les wapitis, les élans prospèrent dans l'écosystème mixte qui se développe dans le sillage d'un incendie. Elle se nourrit de l'herbier qui pousse au fond du lac. Environ la moitié de son régime alimentaire est constitué de plantes aquatiques.
Contrairement aux wapitis ou aux cerfs, les élans peuvent boucher leurs narines. Ils peuvent donc rester sous l'eau jusqu'à 30 secondes. Alors que le jour laisse place au crépuscule, d'autres individus se joignent au groupe. Les élans sont généralement des animaux solitaires, mais ce lac est un emplacement de choix. Les mâles se retrouvent rarement si près les uns des autres sans s'être au préalable battus pour leur territoire. Il n'y a qu'un seul mâle ici. Les autres élans sont des femelles avec leurs petits qui mettent de côté leurs habitudes solitaires dans l'intérêt d'un bon repas. Deux femelles s'aventurent sur la berge, suivies de près par un faon de 1 an. Dans les années qui suivent un feu de forêt, la population d'élans augmente considérablement. Quand la végétation repousse en abondance, l'écosystème est capable de nourrir davantage d'individus. Les femelles donnent naissance à plus de jumeaux et de triplés que lorsqu'il n'y a pas eu d'incendie. Les vieux pins n'ont pas grand-chose à offrir aux élans. Ceux-ci sont toujours en déplacement dans le sillage de l'incendie. Ils se nourrissent sur les arbrisseaux, les herbes et les fleurs qui sont les premières à repousser. Les élans prospèrent donc au milieu des cendres, ce qui est une bonne nouvelle, car cette espèce a un besoin vital de ces conditions favorables. Depuis la fin du XXe siècle, le nombre d'élans diminue quasiment partout en Amérique du Nord. La disparition de leur habitat et la présence d'une espèce féroce de tiques d'hiver ont eu de lourdes conséquences. Dans certaines parties des Rocheuses, le nombre d'élans a chuté de 35%. Et certaines régions de la Colombie-Britannique ont enregistré un déclin de près de 70%. Mais dans cette partie de la forêt boréale, la population est stable. Grâce à cet habitat préservé, elle est même en augmentation. Aujourd'hui, dans la frange nord des Rocheuses, il y a davantage d'élans que de bisons. Autrefois, pourtant, ces terres étaient le royaume du bison. 30 millions de bisons vagabondaient dans cette partie du Canada. En broutant l'herbe et les arbustes vieillissants, ils permettaient à la pluie et au soleil d'atteindre le sol et contribuaient ainsi au renouveau de la forêt. Voici un bison des bois, une sous-espèce de bison d'Amérique du Nord que l'on ne trouve que dans le nord du Canada. Ils sont reconnaissables à leurs grosses bosses de muscles situées à la verticale de leurs pattes avant qui les aident à soutenir leur lourde tête. Ils sont aussi parfois appelés buffles, un mot dérivé du terme bœuf utilisé par les trappeurs français pour les désigner. Même en mangeant, le bison des bois ne cesse de bouger son corps massif. Ainsi, il n'épuise jamais une zone en particulier. Il fait office de tondeuse à gazon, débarrassant le sol des vieilles plantes. Avec ses sabots, il remue la terre, dispersant les graines à travers la prairie. Il transforme également les hautes herbes en un engrais riche en nutriments. Les bisons sont les plus grands mammifères terrestres d'Amérique du Nord.
Ils pèsent en moyenne 900 kilos. Et pour maintenir cette carrure, ils ont besoin d'énormément d'herbe. Les conséquences du passage d'un troupeau sur le paysage sont immenses. Plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux ont évolué pour se développer dans l'habitat de pâturage délaissé par les bisons. À l'instar de ces pies, les oiseaux se nourrissent des insectes soulevés par les sabots des bisons. Ils mangent aussi les parasites et les tiques qui empoisonnent la vie de ces bêtes massives. Avant l'arrivée des colons européens en Amérique du Nord, il y avait jusqu'à 60 millions de bisons sur un territoire s'étalant du Canada au nord du Mexique. Et puis, les colons ont débarqué et ont pratiquement rayé ces animaux de la carte. En 1890, il ne restait plus qu'1 millier de bisons dans toute l'Amérique du Nord. Le dernier bison des montagnes Rocheuses a été tué par un propriétaire de ranch en 1919. En 1957, ils étaient considérés au Canada comme une espèce disparue. Et une fois de plus, l'homme est intervenu. Cette fois-ci, il a endossé le rôle de gestionnaire de la faune et s'est donné pour objectif de réintroduire le bison. En quelques décennies, les programmes d'élevage au Canada comme aux États-Unis ont permis de repeupler les troupeaux. À mesure que la population de bisons augmentait, ils étaient envoyés partout dans le monde pour être réintroduits dans la nature. Dans les années 80, les premiers bisons ont été transférés dans le nord des Rocheuses, où, selon les chercheurs, ils avaient d'excellentes chances de survivre. Aujourd'hui, plus d'1 millier de bisons vit ici dans la sécurité des prairies. En Amérique du Nord, ils sont désormais 500 000. L'équilibre est primordial. Le mélange de forêts anciennes et de nouvelles végétations crée un habitat idéal pour de nombreuses espèces. Certaines, comme le caribou, ont besoin de la forêt ancienne. Les caribous sont les seuls membres de la famille des cervidés dont les mâles et les femelles ont tous les deux des bois. Ils sont couverts de poils du museau au sabot. C'est une couche isolante qui les maintient au chaud pour traverser l'hiver. Ils ont un régime alimentaire incroyablement flexible. Ce sont les seuls grands mammifères capables de se contenter de lichen. Un mélange de champignons, d'algues et de bactéries qui poussent très bien dans le climat froid et la faible luminosité du nord. C'est la stratégie de survie du caribou, vivre dans des régions où les autres animaux en seraient incapables. Mais même avec ces capacités d'adaptation, ils ne s'en sortent pas si bien dans ce monde en pleine mutation. La population de caribous dans l'Alberta et dans toute la forêt boréale est en chute libre. Dans cet état particulièrement, elle diminue de 8% par an dans la plupart des troupeaux. Les caribous ont besoin de vastes paysages vierges pour survivre. Au cours des dernières décennies, ils se sont retirés vers le nord, loin de la civilisation et de la présence humaine. Dans plusieurs zones des Rocheuses, le caribou a complètement disparu. Les caribous dépendent de la persistance de vastes étendues de forêts anciennes avec beaucoup de lichen au sol. Elles sont nécessaires pour que leur population se développe sereinement, sans avoir besoin d'empiéter sur le territoire des élans, des cerfs ou des wapitis, et pour éviter les prédateurs aussi. Si les caribous sont présents dans le paysage, c'est qu'il y a de vastes zones de forêts boréales anciennes, ce qui est une bonne nouvelle. Contrairement aux élans et aux wapitis, les caribous préfèrent les forêts anciennes. C'est le genre de forêt où les caribous se portent bien.
Ils ne peuvent pas faire face à un trop grand nombre de prédateurs sur leur territoire. Ils ne se reproduisent pas aussi vite que les élans et n'ont qu'un petit parent, jamais de jumeaux ou de triplés. L'absence de prédateurs sur leur territoire est donc primordiale. Ils sont contraints d'évoluer dans des endroits où se trouvent assez peu d'élans, de cerfs et de wapitis, parce que ces derniers mangent énormément de végétation. C'est pourquoi les caribous s'en sortent mieux dans ce type de forêt. Il y a très peu de routes par ici, mais il y a des profils sismiques. Ce sont des coupes franches dans la forêt effectuées dans les années 80, quand le secteur de l'énergie cherchait du pétrole dans la région. Dernièrement, nos recherches se sont principalement intéressées aux profils sismiques. Il y en a plus de 15 000 kilomètres dans le centre-ouest de l'Alberta. Ils ont été tracés dans les années 80. Et la plupart d'entre eux ne se régénèrent pas naturellement à cause de la manière dont ils ont été tracés. Alors on s'intéresse à la façon dont les animaux ont réagi à leur existence. Pas seulement les caribous, mais aussi leurs prédateurs et d'autres ongulés. En général, les caribous évitent les perturbations. Ils évitent ces profils ainsi que les routes et les zones de forage. S'il existe sur leur territoire des zones éloignées de toute activité humaine, c'est là qu'on les trouvera. Mais il y a des endroits au sein de la forêt boréale, et particulièrement dans l'Alberta, où ils ne peuvent pas complètement échapper aux perturbations créées par les hommes. Dans cette partie de la forêt, il est difficile de trouver une parcelle qui ne soit pas coupée en deux par ces sentiers. Les caribous finissent donc par les franchir. Les caméras installées par Laura filment l'incroyable biodiversité que l'on retrouve le long de ces profils sismiques. Les élans et les cerfs passent devant tous les jours, ainsi que leurs prédateurs, comme les ours, les loups et même l'insaisissable lynx. Dans les faits, les profils sismiques sont devenus de véritables autoroutes pour les prédateurs, leur donnant accès à des zones qui étaient auparavant hors de leur portée. Cela se termine rarement bien pour le caribou. Les caribous essaient de vivre dans des endroits où les loups ne s'aventurent pas, où le risque qu'ils croisent des prédateurs est faible. Parce qu'en cas de rencontre avec un loup, il est très probable qu'ils ne s'en sortent pas. Il n'y a plus de caribous dans le parc national de Banff. Ces dernières années, des chercheurs ont tenté de déterminer s'il était pertinent d'en réintroduire. À la fin des années 80, il y avait entre 25 et 40 caribous dans le parc national de Banff. Avec le retour du loup dans le paysage, le nombre de caribous a diminué. C'est en partie dû à la migration des wapitis vers le territoire des caribous. Les loups les ont suivis et du coup, ils se sont aussi attaqués aux caribous. Les 5 derniers caribous de Banff ont été tués dans une avalanche. Et maintenant, on essaie de déterminer s'il serait judicieux de les réintroduire dans ce parc national. Je vois rien de spécial.
Pour évaluer si le caribou serait en mesure de survivre ici, Jesse étudie les loups qui vivent dans le parc. Les loups prospèrent dans les forêts anciennes parce que les arbres massifs et les épais buissons leur permettent d'attaquer leur proie par surprise. Mais on peut aussi les trouver dans les jeunes forêts, parce que c'est là que préfèrent vivre leurs proies, comme les wapitis. Les loups sont des animaux extraordinaires. Ils sont incroyablement intelligents et très puissants. Quand on croise un loup dans la nature, on sent que ce n'est pas un animal ordinaire. Leur démarche est pleine d'assurance, comme s'ils étaient montés sur ressort. Et puis les loups travaillent en équipe. Je les considère vraiment comme des voyageurs. Ils se déplacent constamment. Les loups vivent dans une tanière, mais ils peuvent parcourir 15 à 20 km pour tuer un cerf ou un wapiti. Ensuite, ils traînent cette viande jusqu'à leur tanière pour nourrir leurs petits. Et ils font ça tous les jours. Jesse utilise un système GPS pour observer les loups à distance. L'hiver dernier, on a posé des colliers sur 2 loups de la meute de Bow Valley. Cela nous a permis de suivre leurs déplacements et de comprendre comment ils évoluent dans cet environnement. Les loups sont partis dans cette direction. Ils ne sont pas très loin, peut-être à 1 kilomètre. Ils sont probablement en train de rentrer à la tanière avec de la nourriture. À cette période de l'année, ils sont sans doute fatigués. Jesse se sert également de caméras de surveillance qui lui offrent un aperçu de la vie secrète des loups de Banff. Les caméras sont vraiment une aubaine pour les recherches sur les animaux et en particulier pour nous. Elles nous permettent d'étudier et de suivre nos échantillons sans être envahissants. On a installé des caméras un peu partout de Waterton à Jasper. Il y en a pratiquement une par parcelle de 10 km². En ce moment, dans le parc national de Banff, il y a une densité d'environ 3 loups pour 1000 km². Ce chiffre est à peu près équivalent à ceux d'avant l'arrivée des colons européens. Mais on n'en est pas certain. Dans tous les cas, ce chiffre est bas. Surtout quand on sait qu'une meute comme celle de Bow Valley est constituée de 5 individus et que leur territoire s'étend de la ville de Banff jusqu'au Bow Summit, soit à 1 heure de route. Enfin, en résumé, dans les Rocheuses, la taille du territoire d'une meute de loups est d'au moins 1000 km². Les données GPS récupérées par les colliers révèlent que les loups se sont rassemblés à un endroit précis. En général, cela signifie qu'ils ont tué une proie. En jetant un œil à leurs traces GPS, j'ai vu qu'ils se trouvaient ici il y a environ 2 semaines. D'après les coordonnées GPS que j'ai téléchargées, leur point de rassemblement se trouve à 250 mètres d'ici, à peu près. On arrive dans le pré. Je devrais être à une quinzaine de mètres. Ok. Je me rapproche. Ah, voilà ce que je cherchais. On dirait bien qu'ils ont tué un animal. Qu'est-ce qu'on a là? Une assez grosse mâchoire. Je parierais sur un élan, surtout avec ses longs poils sombres et épais. Une omoplate. Une autre mâchoire. Je dirais que c'était un petit. Les données GPS révèlent que les loups ont passé 3 jours ici. Si ça avait été un adulte, la carcasse les aurait nourris pendant près d'1 semaine. Les mâchoires s'imbriquent. À mon avis, il s'agissait d'un élan âgé d'1 an. Sur le côté, on peut voir des petites dents. Et la mâchoire est plus petite aussi.
Ces lieux de mise à mort sont fascinants. On a un peu l'impression d'être des enquêteurs. On peut voir que les loups ont tué l'élan ici à cause de ces morceaux de bois brisés. C'est ici qu'a eu lieu le combat final. Et comme à leur habitude, ils ont ensuite traîné sa carcasse vers un endroit plus ensoleillé et dégagé où ils avaient plus de place pour manger. Puisque cette mise à mort a eu lieu à la fin de l'hiver, cet élan n'était probablement pas très charnu. Les loups n'ont absolument rien laissé. Ils ont même mangé la moelle du fémur du jeune animal. Il s'agit bel et bien d'un site de prédation de loups. En tout cas, ce n'est pas l'œuvre d'un puma, d'un grizzly ou d'un coyote. Les mâchoires des loups sont si puissantes qu'ils ont réussi à mordre directement dans la ceinture pelvienne et à arracher le fémur de sa cavité. Les coyotes ne sont pas aussi forts. Les grizzlies, oui, mais on peut affirmer que ce n'est pas un grizzly qui a fait ça, parce qu'il aurait enterré la carcasse. Les grizzlies arrachent toute la végétation autour jusqu'à avoir recouvert la carcasse. Ce n'est pas non plus le travail d'un puma, parce qu'ils enterrent aussi leur carcasse très proprement. Il n'y a donc pas de doute, c'est bien une attaque de loup. Les loups sont des chasseurs hors pair. C'est leur contribution à l'équilibre de la forêt. Les loups régulent la quantité de proies disponibles au sein de l'écosystème, à savoir le nombre de wapitis, de cerfs et d'élans. Et tous ces animaux, à leur tour, ont une incidence sur la quantité d'herbes, d'arbustes et d'arbres visibles dans le paysage. Dans notre jargon, cette influence des loups sur l'écosystème est appelée approche descendante. Quand les loups sont réapparus, on a remarqué que les saules ont recommencé à pousser, de même que les trembles. Et on a constaté des effets concrets. Les oiseaux se sont remis à chanter, les castors sont revenus à leur tour. Cela nous prouve que tout est lié et que les loups sont un moteur important de ce qui se passe dans le parc. En suivant les loups, Jesse a pu constater que même s'ils ne sont pas forcément très nombreux, ils passent énormément de temps dans l'habitat qui conviendrait aux caribous. Cela signifie que si un troupeau de caribous était réintroduit à Banff, il ne survivrait sans doute pas longtemps. Il y a assurément des endroits dans les Rocheuses canadiennes et dans le nord du Canada où les caribous peuvent vivre sans problème. Mais pas dans le parc national de Banff, en tout cas pour l'instant. Mais la situation pourrait évoluer. Ce type de travail de conservation fait partie d'un projet à plus grande échelle, préserver l'équilibre de la forêt. Les forêts font partie intégrante de l'écosystème. Et notre travail au sein des parcs nationaux, c'est d'essayer de recréer les conditions qui existaient avant l'arrivée des colons européens. La forêt doit pouvoir évoluer, s'adapter et se transformer avec le temps. Notre but n'est pas de la conserver dans un état figé, mais de la faire évoluer. Et avec un peu de chance, elle finira par retrouver son état d'origine avant l'installation des colons européens. Notre plus grand défi, que je m'applique à relever, c'est d'essayer de minimiser le plus possible l'impact de l'activité humaine sur les animaux sauvages et de déterminer ce que nous pouvons faire pour que les gens puissent apprécier le parc, voir les animaux et profiter de ce paysage exceptionnel tout en permettant aux loups, aux grizzlies, aux gloutons et aux pumas de vivre en harmonie dans cet environnement. Les forêts boréales et montagnardes constituent un écosystème indispensable pour la faune du nord des Rocheuses. L'équilibre entre forêt ancienne et jeunes pousses
végétation luxuriante et éparse, prédateurs et proies, est essentielle afin que chaque espèce dispose des ressources dont elle a besoin. Qu'il s'agisse d'imposants bisons, de timides caribous ou d'élans se régalant au milieu des cendres, les forêts abritent d'innombrables animaux. C'est pourquoi elles doivent être protégées. Même si parfois, cela implique qu'on doive les détruire. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur nos forêts et on fait énormément de progrès pour les rendre plus saines et plus résistantes, pour assurer leur avenir.